Chapitre 1. De la rencontre à la décision de partir. Un conte de fées ? À un moment où elles prennent la décision de divorcer, les victimes ont un lourd vécu derrière elles. Il est important de connaître tout l'historique de la relation pour comprendre leur comportement. Les brimades, les méchancetés se sont accumulées, laissant des plaies béantes et avives. Leur estime de soi et leur confiance en l'avenir ont été ruinées. Elles n'ont plus aucune foi en leur valeur personnelle, ni en leur pouvoir de séduction. Les menaces constantes, directes, indirectes, voire subliminales, de leurs manipulateurs ont créé un fond d'angoisse permanent, entrecoupé d'accès de panique paralysants. Elles sont au bout du rouleau. Toutes les victimes sur le départ ont prononcé cette phrase dans mon bureau. « Je vais y laisser ma peau ». Pour qui ne connaît pas le contexte, la victime est une personne dépressive, éparpillée, pinailleuse, qui remâche en boucle de vieilles rancœurs insignifiantes. Elle doit être complètement folle, vu l'adorable conjoint équilibré et sympathique qui partage sa vie. Ah, il a bien du mérite à supporter cette femme hystérique. Si on s'en tient à ses apparences, l'affaire est vite jugée. C'est pour cela qu'il est important de replacer les éléments dans leur enchâssement et de revisiter l'histoire depuis son commencement. Le comportement de la victime comme celui du manipulateur ne peuvent être compris que dans cette perspective. Dans les livres qui traitent de la manipulation mentale, la rencontre entre le manipulateur et sa victime est généralement décrite comme ressemblant à un conte de fées. C'est un homme bien de sa personne, charismatique, plein d'assurance, charmant, insoupçonnable. Il est gentil, attentionné, prévenant et respectueux. Il fait des cadeaux et des compliments. La victime a l'impression d'avoir rencontré la perle, l'homme parfait, le prince charmant. Quand il s'agit de femmes manipulatrices, les hommes victimes ont rencontré des princesses si douces, si fragiles et si jolies qu'elles en étaient irrésistibles. Bizarrement, alors que ces manipulatrices se présentent comme des anges de pureté, leur apparence véhicule en général tous les codes de séduction ultra sexy et sont à la limite de la vulgarité. Bref, elles font un peu pétasse, il faut le dire, et il n'y a que leurs victimes pour ne pas s'en rendre compte. Mais n'est-ce pas justement merveilleux qu'elles sachent si bien réconcilier les contraires et incarner simultanément la Vierge et la putain ? Bref, à moins qu'ils n'utilisent de la pitié pour vous piéger, les manipulateurs hommes et femmes maîtrisent généralement tous les codes de séduction. Pour séduire sa victime, le manipulateur dispose d'armes redoutablement efficaces. Les principales sont la flatterie, le mimétisme, les promesses et la capture de rêves. La flatterie. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute, dit l'adage. Certes, et c'est bien ainsi que nous nous faisons harponner, car La Fontaine a oublié de prendre en compte notre immense besoin de reconnaissance et nos failles narcissiques. Ces petites faiblesses sont en général tellement faciles à repérer. Telle femme s'habille un peu trop jeune, un peu trop court. Quelques compliments sur sa beauté et son élégance feront l'affaire. Cet homme insiste sur sa cave à vin. Louez sa compétence en œnologie et promettez-lui d'excellentes bouteilles à prix exceptionnel. Nous avons tous nos points faibles. En quelques tests, le manipulateur trouvera les nôtres et saura dans quel sens nous caresser. Sans même nous en rendre compte, nous rougissons de fierté, nous nous rengorgeons devant l'attention qui nous est portée. Et hop, nous voilà dans sa poche. Le mimétisme. Le mimétisme consiste à se calquer sur vous, vos idées, vos valeurs, et à vous faire croire qu'il est exactement comme vous. En très peu de temps, vous aurez l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur. Cette technique est très facile à mettre en œuvre. Par exemple, vous dites dans la conversation que vous avez adoré tel film. Le manipulateur vous regarde intensément avec des yeux brillants et s'exclame « Ça alors, moi aussi !» Sans ce regard intense, il n'y aurait rien d'exceptionnel à ce que deux personnes aient apprécié le même bon film. Séduite, vous précisez « La scène que j'ai préférée, c'était celle où… » Le manipulateur prend alors un air comblé et renchérit avec émotion, comme si vous lui aviez fait un cadeau de prix. « C'est aussi ma scène préférée. » À ce stade, vous n'avez aucune raison de vous méfier et pourtant, il vous épie avec insistance. Si vous faisiez attention à son attitude, vous verriez qu'il se contente de se calquer sur vous et aime bizarrement tout ce que vous aimez. Vous découvrirez bien plus tard qu'il n'a jamais vu le film dont vous parliez, qu'en fait il déteste le style de musique que vous écoutez et qu'il se fiche éperdument de la civilisation aztèque qu'il avait prétendu adorer pour vous plaire. Il finira même par s'en moquer et sous couvert d'humour, par tourner en ridicule tout ce qui vous est cher. Bruno adorait un poète sud-américain totalement méconnu en France. Il disait en plaisantant qu'il épouserait la première femme capable d'apprécier l'œuvre de cet écrivain.
Quelle ne fut pas sa surprise de rencontrer un jour une femme délicieuse qui connaissait et appréciait son idole. Il tomba instantanément sous le charme. Quelques mois plus tard, il se rendit compte qu'elle avait eu connaissance de sa passion et qu'elle s'était renseignée sur ce poète, à minima bien sûr, juste pour le mystifier. Les promesses. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On devrait tous le savoir. Pourtant, étant elles-mêmes en général des personnes d'engagement et de devoir, les victimes de manipulateurs n'arrivent pas à concevoir que les mots puissent être vides et les promesses creuses. C'est pourquoi le psychothérapeute Bernard Raquin affirme férocement, mais très justement, « Les femmes, c'est comme les lapins, ça s'attrape par les oreilles ». Effectivement, les manipulateurs savent baratiner et cela marche incroyablement bien. Parfois, je suis obligée d'insister lourdement pour que la victime sorte enfin de sa prison de mots. Oui, il vous a juré qu'il allait changer, mais il ne changera pas. Combien de fois vous l'a-t-il promis et combien de changements a-t-il effectué? Aucun. Ok, alors pourquoi tiendrait-il plus sa promesse cette fois-ci que les autres? Ou bien, mais ouvrez les yeux, quand il vous dit qu'il ne ment jamais, il ment. Et enfin, grand classique au cours de la procédure de divorce, malgré le fait qu'il se soit engagé verbalement, tant qu'il n'a pas réellement et concrètement signé ce papier, envisagez qu'il peut encore faire volte-face à tout moment. L'objectif de toutes ces promesses est triple, se faire bien voir, créer des attentes et planter des jalons dans votre futur. Si vous commencez à compter sur lui pour refaire votre salle de bain, vous l'incluez déjà dans votre vie. Cet homme extraordinaire est un véritable couteau suisse. Il a une solution pour chacun de vos problèmes. Cela devrait être suspect. Là encore, si vous y faisiez attention, les promesses sont trop belles et trop nombreuses. Vous pourrez constater plus tard qu'il n'en aura pratiquement tenu aucune. La capture de rêves. Nous avons tous des rêves de vie dont nous ne sommes pas toujours conscients. Les parents de Marie ont divorcé quand elle était petite. Elle a beaucoup souffert d'être fille unique et ballottée entre deux foyers moroses. Alors elle rêve de fonder un couple solide qui vivrait dans une grande maison pleine d'enfants et de rires. Nathalie est passionnée par la danse. Son rêve serait d'intégrer une compagnie de ballet et de danser dans le monde entier. Lorsque nous sommes en confiance, et pourquoi ne le serions-nous pas, nous sommes assez transparents pour laisser deviner nos rêves. Le manipulateur est à l'affût, recueille toutes les informations utiles et effectue des tests. Lorsqu'il a capté votre rêve, il ne lui reste plus qu'à vous laisser imaginer qu'il est le tremplin qui vous propulsera vers ce rêve. Il vous fait comprendre qu'il a toujours rêvé d'avoir une famille nombreuse. Il insinue innocemment qu'il a un cousin qui connaît très bien tel chorégraphe célèbre. Votre imagination fera le reste. Rapidement, l'impression d'avoir rencontré l'âme sœur vient se combiner à celle d'avoir enfin des solutions à tous ses problèmes. Quand s'y ajoute l'espoir de réaliser enfin son rêve de vie, les pièces du puzzle semblent brusquement s'emboîter les unes dans les autres et créer un ensemble cohérent. C'est à ce moment-là que se produit le coup de foudre. Et tout cela est allé très vite, trop vite. En 1 semaine, 15 jours, il emménage chez vous, parle de mariage, d'enfants. Il veut que vous quittiez votre emploi pour le suivre à l'autre bout du monde. L'aspect coup de foudre et la rapidité des événements sont les signes alarmants du début de l'emprise. La victime est déjà folle de lui. Elle ne sait pas que dans ce contexte, les mots sont à prendre au pied de la lettre. Elle porte déjà la folie de son manipulateur. Pourtant, la réalité de la rencontre contient également d'autres éléments, car centaines de mes clients ont repoussé l'explication prince charmant. Le pacte du petit poucet. Daniel hausse les sourcils. Lui, un prince charmant? Ah non, pas du tout. Au contraire, il était laid, introverti et morose. Il se prenait comme un pied dans ses affaires, comme dans ses relations. Mais il m'a fait pitié. Il avait l'air seul et paumé. Je l'ai cru malheureux et maladroit. J'ai pensé que je pourrais lui apporter le bonheur. Je lui ai remis ses affaires à flot, je l'ai réconcilié avec sa famille, je l'ai materné en croyant que j'aurais sa reconnaissance. Mais il est toujours le même, renfrogné et morose. Depuis qu'il gagne de l'argent, il est devenu violent. Je me rends compte qu'il n'est pas malheureux, il est juste méchant. Sylvie aussi refuse d'adhérer à la version prince charmant. J'étais étudiante et j'avais un petit ami que j'aimais. Paul était l'ami de mon ami et il traînait tout le temps avec nous. Quand mon copain m'a quitté, Paul a été très présent et on s'est rapprochés. Paul était nul en cours. C'est moi qui lui ai fait sa thèse et qui l'ai coaché pour l'oral. Il me doit son diplôme. Ensuite, quand j'essayais de le quitter, il pleurait et me suppliait de revenir. Je cédais par pitié. J'ai fini par me résigner à ne pas arriver à le quitter.
On s'est mariés, mais le jour du mariage, je savais déjà que je faisais une bêtise. Ensuite, il était de plus en plus pénible. Mais on a eu des enfants, j'étais embarquée dans cette vie-là. Je me suis plus posé de questions pendant des années. Je me rends compte aujourd'hui que c'est Paul qui nous a fait rompre avec mon ami de l'époque et qu'il s'est servi de moi dès l'université. Il m'a jeté le grappin dessus parce que j'étais bonne élève et travailleuse. Dans La haine de l'amour, Maurice Urny et Giovanna Stoll racontent qu'ils demandent systématiquement aux couples qui les consultent comment ils se sont rencontrés. Ils ont noté ceci. À l'énoncé de cette question, les couples normaux échangent un regard de chaude complicité et se sourient avant de répondre, même s'ils se disputaient juste avant. Les auteurs précisent. Les couples pervers, au contraire, accueillent cette question avec un embarras figé, chacun attendant que l'autre se lance, et finissent par évoquer telle ou telle circonstance extérieure qui aurait provoqué la rencontre. Le ton anecdotique et l'anaffectivité sont caractéristiques du récit de la rencontre du couple pervers. La rencontre perverse est narrée de manière résolument factuelle et semble être le fruit du hasard. Les pervers se plaisent à faire ressortir l'aspect interchangeable de leur partenaire. En fait, derrière son ton anecdotique, le récit de l'origine du couple est d'une précision terrible, car il retrace des bases du contrat pervers narcissique qui a été conclu. Comme Daniel, une de leurs patientes énonce clairement ce contrat implicite. Lorsque j'ai connu mon mari, il vivait d'expédients. Grâce à ma bonne influence, il est devenu un grand chef d'entreprise. Ainsi, lors de cette rencontre, le conte de fées n'explique pas tout. Penser qu'il ne s'agit que d'une oie naïve, croyant au Père Noël et gobant le baratin d'un renard déguisé en prince charmant serait simpliste. Il se crée en parallèle un autre lien bien plus aliénant. Dans mon précédent livre, Échappé aux manipulateurs, j'ai appelé ce lien implicite le pacte du petit pousset. Ce concept rejoint la notion de contrat pervers narcissique. En fait, le manipulateur fait signer un pacte diabolique à la partie la plus maternelle ou paternelle de la victime. Tu devras toujours prendre soin de moi, quoi qu'il t'en coûte. Les enjeux de cet engagement restent très inconscients chez la victime, mais sont parfaitement connus et maîtrisés par le manipulateur. Odile me raconte « Je n'ai rien vu ou rien voulu voir. Mais j'avais tous les éléments pour comprendre dès le départ. Il s'est installé chez moi très vite après notre rencontre. Il ne semblait pas perturbé par sa récente rupture avec son ex, alors je lui ai demandé ce qu'il ressentait. Il m'a répondu étonné « Corinne ? Mais je m'en fous complètement de Corinne. Sortir avec elle, c'était juste le moyen le plus rapide et le moins cher d'avoir un logement à Paris. » L'idée que cela valait aussi pour moi m'a effleurée, mais c'était tellement dérangeant que j'ai chassé cette pensée très vite. Peu après, il s'est retrouvé au chômage. J'avais l'impression qu'il se la coulait douce et ne cherchait pas d'emploi. Je lui ai fait remarquer que l'agence pour l'emploi allait lui demander des comptes sur ses recherches. Il a éclaté de rire et rétorqué « T'inquiète, la bonne femme du pôle emploi, je l'ai dans la poche. Elle en pince pour moi. À chaque fois, je lui fais croire que je suis sur le point de décrocher un super job et elle le gobe. » C'était aussi exactement ce qu'il faisait avec moi. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Je flottais dans une étrange confusion mentale, ne pouvant croire à tant de cynisme, et pourtant la suite a montré qu'il m'a totalement exploité. Le pacte qu'avait signé Odile, sans le savoir, était de loger son manipulateur, de l'entretenir et de ne lui poser aucune question. Et comme l'explique Odile, et toutes les autres victimes quand elles acceptent de faire face honnêtement à leur aveuglement, avant même que le manipulateur ne tombe définitivement le masque et ne montre son vrai visage, il y avait déjà des signes alarmants. Elles les ont ignorés en partie parce qu'elles couraient après leurs rêves, mais aussi parce qu'elles se sentaient elles-mêmes monstrueuses d'envisager qu'ils puissent être aussi cyniques que ce qu'elles entrevoyaient. Pourtant, il y avait eu des réflexions odieuses qui prouvaient son racisme, son mépris des humains, son manque total de compassion. Il y avait eu des silences glacés, des éclats de colère, des moqueries, des méchancetés, des menaces. Ce qu'il racontait de son ex et de la précédente relation aurait dû aussi les alerter. Cela se révélera peu à peu être exactement le programme des réjouissances qu'il a prévu pour cette nouvelle relation. C'est pourquoi la version prince charmant ne tient pas à l'observation objective des faits. Je pense que c'est par honte que les victimes entretiennent ce mythe du coup de foudre. Elles ont honte de leur aveuglement, honte d'avoir délibérément ignoré les signaux d'alerte, honte d'avoir été abusées, mais surtout, et c'est tellement triste, honte d'avoir voulu croire à leurs rêves. D'autre part, les victimes sont la plupart du temps des personnes bienveillantes, tolérantes, viscéralement gentilles et certaines que le dialogue peut résoudre tous les problèmes.
C'est pour cela aussi que les signes inquiétants ne les ont pas alarmés. Ce pauvre homme manque d'amour et de chaleur humaine, c'est tout. Je vais lui en donner autant qu'il en a besoin et il deviendra paisible et adorable. C'est là la principale erreur des victimes. Oui, les manipulateurs manquent totalement d'amour et de chaleur humaine, mais c'est structurel. Aucun apport extérieur ne saurait changer cet état de fait. Les victimes auront tout loisir de s'en rendre compte par la suite. Mais dans un premier temps, le pacte du petit pousset les comble. Elles se sentent reconnues dans leurs compétences utiles et responsables. Elles veulent être dignes de la mission qui leur est confiée, débordant d'optimisme et d'énergie, croyant l'autre aussi d'aussi bonne volonté qu'elles-mêmes, elles se sentent de taille à surmonter tous les obstacles. Du rêve au cauchemar. À un moment donné, le manipulateur estime que sa victime est suffisamment piégée et qu'il peut se relâcher. Il tombe le masque de plus en plus souvent, se montre tel qu'il est, froid et indifférent, stressé et irritable, impatient et capricieux, morose et haineux, et surtout, méprisant et dévalorisant. Il va afficher de plus en plus ostensiblement son mépris et son dégoût pour cette conjointe servile. La victime déploiera des trésors d'attention pour essayer de comprendre ses accès de mauvaise humeur et de méchanceté chez cette personne dont elle croit être aimée. Mise en échec dans sa mission de sauveur, elle redoublera d'efforts pour s'adapter et satisfaire son conjoint. Ainsi, plus il devient odieux, plus elle cherchera à le contenter. Cette maltraitance est bien un mécanisme entretenu et aggravé à deux. La victime fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire, recadrer fermement son conjoint, poser l'interdit de ses comportements déviants et lui imposer le respect. Par moments, le manipulateur va vraiment trop loin. Alors la victime craque et semble à deux doigts de rompre le pacte. Instantanément, le manipulateur redevient adorable. Oh, à minima, juste ce qu'il faut pour endormir sa proie. Dès qu'elle est à nouveau sous emprise, il redevient naturel, c'est-à-dire méchant, malveillant et méprisant. Autant qu'il le peut, le conjoint manipulateur fera en sorte que sa victime quitte sa région d'origine et son emploi, perde tous ses amis et se fâche avec sa famille. Plus elle sera isolée et dépendante, plus il pourra prendre le pouvoir sur elle. S'il a vraiment eu peur que sa compagne ne se réveille et ne lui échappe, il va brusquement se montrer sentimental pour lui faire poser des actes engageants sur du long terme. Acheter une voiture à crédit, un bien immobilier commun, se marier, faire un enfant, etc. Et oui, hélas, pour un manipulateur, faire des enfants n'a qu'une seule fonction, piéger l'autre. Pour qui en douterait, il suffit de voir les statistiques de la violence conjugale. Les coups commencent à tomber pendant la grossesse. Bien sûr, la femme est fragilisée par la grossesse. Bien sûr, son accès à la maternité réveille des fureurs et des frustrations chez ce misogyne. Mais avant tout, il sait qu'avec ce bébé, elle est définitivement engagée avec lui et qu'il peut complètement se lâcher. À chaque fois qu'un nouvel enfant arrivera dans cette famille, c'est qu'il aura été utile de le concevoir pour empêcher l'autre de partir. À chaque nouvelle naissance, le climat conjugal se dégradera un peu plus. C'est d'ailleurs souvent à la naissance du deuxième enfant que les femmes décident de divorcer. Elles partent alors avec un bébé et un enfant en bas âge. Par méconnaissance des besoins d'enfants si petits, les juges mettent parfois en place des droits de visite et d'hébergement aberrants qui auront sur des enfants si jeunes avec un tel père des conséquences psychologiques catastrophiques. Les grossesses et les accouchements de ces femmes se font la plupart du temps dans une grande solitude morale. L'inhumanité de leurs compagnons apparaît au grand jour dans ces périodes où elles auraient tant besoin de chaleur et de soutien. Mais ce sont des femmes courageuses et endurantes. Elles puisent dans leur propre force pour aller de l'avant. Femmes de devoir et d'engagement, elles se dévouent pour leur foyer, leurs conjoints et leurs enfants. Souvent, toute l'intendance repose sur leurs épaules. De plus en plus épuisées et surmenées, elles n'ont plus le temps de réfléchir et perdent le contact avec la réalité objective de leur vie. Bien sûr, la méchanceté de leurs compagnons les fait cruellement souffrir, mais elles n'ont pas une minute à elles pour réfléchir posément. Alors, pour se protéger de cette souffrance, ne plus entendre les critiques, les dévalorisations, les moqueries, les cris et les insultes, elles s'anesthésient émotionnellement. Elles oublient le plus vite possible les scènes pénibles qu'il leur fait vivre. C'est ainsi que peu à peu, elles s'enferment dans un monde virtuel, tricoté des discours hypnotiques de leurs manipulateurs. Tu n'as pas de raison de te plaindre, tu as tout pour être heureuse, je fais tout ce que je peux pour te contenter, tu n'es jamais contente, etc. Leur idéalisme fait le reste. Elle s'auto-persuade qu'il a eu une enfance malheureuse, que tous les problèmes viennent de là, mais qu'il est un bon père et qu'à sa façon, il aime sa famille. Dans les couples normaux, il est bénéfique que chacun idéalise un peu son conjoint. On parle de renforcement narcissique mutuel. S'admirer mutuellement consolide le couple et aide chacun à réaliser son potentiel.
Mais dans un couple où l'un des deux est manipulateur, cette idéalisation est à sens unique et elle est catastrophique car elle aggrave l'emprise. Ce monde virtuel est celui que les victimes me servent souvent à la première consultation. Tout va bien, ils s'entendent très bien, c'est un bon mari, un bon père, un travailleur courageux. C'est elles qui ont un problème, pas lui. Ce discours subjectif ne résiste pas longtemps à l'examen objectif des faits. C'est un bon père ? Ok. En quoi est-il un bon père ? Ah, il joue avec ses enfants. Et c'est tout ? Bah oui. D'ailleurs, à bien y penser, il joue pas si souvent avec eux. La plupart du temps, il les ignore ou il ne les supporte pas. J'ai même parfois l'impression qu'il est jaloux des enfants. Ce qu'il fait, c'est plutôt qu'il les taquine et les énerve au moment d'aller au lit. Il les incite à me désobéir. Ça me complique la tâche. Quand il est là, finalement, ça se passe moins bien avec les enfants. Et puis, il ne sait pas y faire avec eux. Soit il est trop permissif et il les laisse tout faire, soit il leur hurle dessus. Quand il doit garder les enfants, je me fais du souci parce qu'en fait, il ne les surveille pas. Ma fille s'est brûlée la main sur la poêle un jour et j'étais pas là. Il ne s'est même pas occupé de sa brûlure. Et puis il est méchant avec l'aîné. Il se moque de lui, il le traite d'idiot et de bon à rien, etc., etc. Effectivement, quel bon père. Il m'aime à sa façon. Vraiment ? Quelles sont ses preuves d'amour ? Le tour de la question est encore plus vite fait. Il n'y en a aucune. Même dans les périodes où le manipulateur cherche à rendormir sa victime, il n'utilise que des mots et au lieu de poser des actes ou de prendre des engagements concrets pour modifier son comportement, c'est lui qui fait poser à sa victime des actes engageants. Souvent, après quelques années, il ne se fatigue même plus à retourner dans la sphère séduction. La pitié et les promesses suffisent à rendormir sa conjointe. Il pleure, il supplie, il présente de vagues excuses, promet de changer sans dire en quoi, et hop, le tour est joué. Il vous aime ? Non, clairement non. Il vous utilise, oui. Mais c'est tellement humiliant de s'être fait avoir à ce point que les épouses auront du mal à l'admettre. C'est un bon professionnel. Sur ce point, je me permets aussi d'en douter. Je travaille régulièrement auprès de chefs d'entreprise pour leur apprendre à détecter et à cadrer les manipulateurs dans leur structure. Dans une entreprise, dès qu'un service a une ambiance infecte, beaucoup d'arrêts de maladie, un turnover important, beaucoup d'erreurs et une mauvaise rentabilité, vous pouvez être sûr qu'il y a un pervers quelque part. Les manipulateurs sont des brasseurs de vent, mais sont rarement compétents. Là encore, peu à peu apparaît la réalité. Il a régulièrement des embrouilles avec ses collègues ou ses associés. Il est cruel et écrasant avec ses subordonnés et faillot mais méprisant avec ses chefs. Il est malhonnête et mauvais gestionnaire, mais il sait copiner avec qui lui apportera l'impunité et les appuis nécessaires. L'atterrissage dans la réalité est douloureux mais nécessaire pour sortir d'emprise. Ce monde virtuel dans lequel elles se sont réfugiées protège les victimes de la souffrance, mais les bloque dans leur situation problématique. Sauf qui peut. Dans Échapper aux manipulateurs, j'ai décrit en détail les techniques de la manipulation mentale et de la mise sous emprise, le fonctionnement du harcèlement moral, les étapes de la descente aux enfers de la victime, les composantes du stress post-traumatique, les solutions pour sortir d'emprise. Comme cette violence est stéréotypée, la plupart de mes lecteurs y ont retrouvé leur histoire et le profil de leur tortionnaire, à 250%. Comme le dit la lectrice de mon introduction, si vous souhaitez approfondir votre connaissance de ces mécanismes et terminer votre sortie d'emprise, je vous invite à lire Échapper aux manipulateurs. Ce que j'écris aujourd'hui vous rejoint au moment où vous êtes déterminé à divorcer. Ce livre vous accompagnera du moment de cette décision jusqu'à ce que vous soyez sorti des turbulences, pleinement lucide au sujet de votre manipulateur et capable de deviner et de contrer tous ses stratagèmes. Quand on décide de se séparer d'un manipulateur, c'est qu'on est au bout du rouleau. Rappelez-vous cette phrase étonnante prononcée par toutes les victimes dans mon bureau. « Je vais y laisser ma peau ». Pourtant, à ce stade, elles ne sont qu'au début de la dernière manche, qui va se jouer avec une violence et une cruauté encore inédites. Elles veulent partir, comme le résume Geneviève Pagnard dans Les relations toxiques. À la séparation, les victimes entendront systématiquement ces 5 phrases. « Tu es folle, tu es incapable d'élever les enfants, tu n'auras pas la garde des enfants, tu n'auras pas de pension alimentaire, tu veux la guerre, tu auras la guerre. » Ces phrases que les victimes prennent pour des menaces en l'air proférées par un homme momentanément en colère résument pourtant bien le programme qui attend les victimes, une guerre totale où tous les coups sont permis. Longtemps larvée, cette guerre apparaîtra en général quand la victime l'aura perdue, ruinée, dépossédée de ses enfants, rejetée par tous ses amis et souvent par sa propre famille également. Si le manipulateur peut lui faire perdre son emploi au passage, il ne s'en privera pas. Mais qui sont les protagonistes de l'histoire pour en arriver là ?